Pour vraiment saisir l'histoire ancienne du Japon, on doit s'intéresser à deux sortes de témoins, radicalement différents. D'un côté, il y a les objets façonnés dans l'argile et la terre, et de l'autre, bien plus tard, il y a les mots, écrits sur du papier. On va plonger dans ces deux mondes pour découvrir une histoire absolument fascinante. C'est une question qui donne le vertige, non? Pensez-y, avant l'écriture, il n'y a pas de récit, pas de journaux, pas de lois écrites. Alors comment peut-on espérer comprendre ce que pensaient, ce que croyaient des peuples qui nous paraissent aujourd'hui complètement silencieux? Eh bien, la réponse, elle est juste là, sous nos yeux, façonnée dans la terre même. Les objets, ce sont eux les véritables voix d'un monde qui n'écrivait pas. Chaque poterie, chaque petite figurine, chaque tombe nous murmure une partie de son histoire. Alors commençons par le tout début, avec les plus anciens artefacts qu'on n'ait jamais trouvés, ceux de la période Jomon. Ce qui est complètement fou avec la période Jomon, c'est sa durée. On parle de plus de 10 000 ans. C'est une période de stabilité presque impossible à concevoir, où une culture complexe a pu se développer et fleurir bien avant l'arrivée de l'agriculture à grande échelle. Et là, il faut tout de suite oublier l'image d'Épinal des chasseurs-cueilleurs nomades. Le peuple Jamoun était étonnamment sédentaire. Comme on le voit sur cette reconstitution, ils ont construit des villages permanents, avec des habitations et même de grandes bâtisses en bois, posant les bases d'une société riche et bien organisée. Deux types d'objets en argile définissent vraiment cette période. D'un côté, on a la poterie qui lui a donné son nom, Jomon, ce qui veut dire motif cordé. Ces vases n'étaient pas seulement utilitaires, ils étaient aussi incroyablement décorés. Et de l'autre côté, il y a ces énigmatiques figurines, les dogu. Le point central avec les dogu, c'est qu'ils nous ouvrent une petite fenêtre sur la vie spirituelle du peuple Jomon. La grande majorité représente des femmes, souvent avec un ventre très arrondi, qui suggère une grossesse. On pense donc que c'était des objets de rituel liés à la fertilité de la terre et des humains, et peut-être même à une croyance en une forme de renaissance. Après des millénaires, la société se transforme. On passe des petits objets personnels de la période Jomon à des structures monumentales qui appartiennent à la période suivante, l'ère Kofun. Et là, le changement d'échelle est juste spectaculaire. On passe de figurines qui tiennent dans la paume de la main à des monuments qui redessinent complètement le paysage. Le Japon se couvre de gigantesques tertres funéraires, les kofun. Un kofun, ce n'est pas simplement une tombe, c'est une véritable déclaration de pouvoir. L'apparition de ces structures massives, ça nous dit une chose. Une société très hiérarchisée est née, avec une élite dirigeante capable de mobiliser d'énormes moyens pour construire ces mausolées. À l'intérieur et tout autour de ces tombes, on ne trouve plus d'icônes de fertilité, mais plutôt des armes, des armures et des milliers de figurines en terre cuite, les haniwa. Elles représentent des guerriers, des chevaux, des maisons. Ce qui est passionnant, c'est que ça montre très bien le passage d'un rituel communautaire, à la Jomon, à la consolidation du pouvoir dans les mains de chefs bien identifiés. Et c'est là qu'on arrive au grand tournant de notre histoire. Au contact du continent, et surtout de la Chine, un outil radicalement nouveau fait son apparition. L'écriture. Après des millénaires d'histoires racontées par les objets, les mots vont permettre de raconter le passé d'une manière complètement différente. On entre alors dans la période Heian, une ère d'un raffinement incroyable à la cour impériale. Et c'est à ce moment-là que l'écriture cesse d'être seulement un outil administratif pour devenir un art à part entière. Le Di du Genji est souvent considéré comme le tout premier roman de l'histoire mondiale. Les notes de chevet, c'est un recueil d'une finesse psychologique inégalée. Ce sont les piliers de la littérature japonaise. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que ces monuments littéraires ont été construits par des femmes. Mais alors, comment c'est possible? Eh bien, à cette époque, les hommes de la cour écrivaient en chinois. C'était la langue du prestige, de l'administration. Les femmes, elles, se sont appropriées un nouveau système d'écriture phonétique qui transcrivait le japonais de tous les jours. Libérées des conventions de l'écriture officielle, elles ont pu explorer les émotions, la vie intime, la psychologie humaine. Et c'est comme ça qu'elles ont créé un véritable âge d'or littéraire. Cet âge d'or, malheureusement, n'a pas duré. Après la période Heian, la voie littéraire des femmes va connaître une très longue éclipse. Le pouvoir est passé aux mains d'une caste militaire et les valeurs de la société ont radicalement changé. Dans ce nouveau monde de guerriers, l'idée dominante, c'était que la femme était un être inférieur, soumis, et donc, par définition, incapable d'écrire. Le silence a duré des centaines d'années. Et puis, au début du XXe siècle, le vent tourne. Cette phrase puissante, c'est le cri de ralliement de Hiratsuka Raicho, la fondatrice de la toute première revue littéraire entièrement féminine au Japon. C'est le début d'une renaissance. Et quel retour! Ce graphique parle de lui-même, il illustre parfaitement la situation aujourd'hui. Depuis les années 1980, les femmes sont majoritairement lauréates des prix littéraires les plus prestigieux du Japon, comme le prix Akutagawa et le prix Naoki. Elles n'ont pas simplement retrouvé leur voix, elles dominent la scène littéraire actuelle. On a donc d'un côté l'argile silencieuse d'une figurine dogu
qui portent en elles toute la spiritualité d'un peuple. Et de l'autre, on a les mots d'un roman, qui nous donnent un accès direct à l'intimité et à la complexité des émotions d'une personne. Le point crucial, il est donc là. Qu'il s'agisse d'un pot en terre ou d'un roman, chaque artefact est une voix du passé. Et ces voix ne s'opposent pas. Au contraire, elles se complètent. Elles nous offrent une image bien plus riche, bien plus nuancée de l'évolution d'une culture et de son identité. Tout ça nous amène à une dernière réflexion. Si les archéologues du futur se penchaient sur notre civilisation, notre époque, quels artefacts, physiques ou textuels, est-ce qu'ils trouveraient? Et au fond, quelle histoire est-ce que ça raconterait sur qui nous étions?